ABC ou alphabet. Si Monsieur de Marsay vivait encore, nous lui demanderions le nom de l'alphabet. Prions les savants hommes qui travaillent à l'encyclopédie de nous dire pourquoi l'alphabet n'a point de nom dans aucune langue de l'Europe. Alphabet ne signifie autre chose que A, B. Et AB ne signifie rien, ou tout au plus, il indique deux sons. Et ces deux sons n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Bête n'est point formé d'alpha. L'un est le premier, l'autre le second. Et on ne sait pas pourquoi. Or, comment s'est-il pu faire qu'on manque de termes pour exprimer la porte de toutes les sciences? La connaissance des nombres, l'art de compter, ne s'appelle point 1-2. Et le rudiment de l'art d'exprimer ses pensées n'a dans l'Europe aucune expression propre qui le désigne. L'alphabet est la première partie de la grammaire. Ceux qui possèdent la langue arabe, dont je n'ai pas la plus légère notion, pourraient m'apprendre si cette langue, qui a, dit-on, 80 mots pour signifier un cheval, en aurait un pour signifier l'alphabet. Je proteste que je ne sais pas plus le chinois que l'arabe. Cependant, j'ai lu dans un petit vocabulaire chinois que cette nation s'est toujours donné deux mots pour exprimer le catalogue, la liste des caractères de sa langue. L'un est Hutu, l'autre Haipien. Nous n'avions ni Hutu ni Haipien dans notre langue occidentale. Les Grecs n'avaient pas été plus adroits que nous. Ils disaient alphabet. Sévèque, le philosophe, se sert de la phrase grecque pour exprimer un vieillard comme moi qui fait des questions sur la grammaire. Il l'appelle skedon analphabetos. Or, cet alphabet, les Grecs le tenaient des Phéniciens, de cette nation nommée le peuple lettré par les Hébreux eux-mêmes, lorsque ces Hébreux vinrent s'établir si tard auprès de leur pays. Il est à croire que les Phéniciens, en communiquant leur caractère aux Grecs, leur rendirent un grand service en les délivrant de l'embarras de l'écriture égyptiaque que Grécope leur avait apporté d'Égypte. Les Phéniciens, en qualité de négociants, rendaient tout aisé, et les Égyptiens, en qualité d'interprètes des dieux, rendaient tout difficile. Je m'imagine entendre un marchand phénicien abordé dans l'Achaïe dire à un grec son correspondant: non seulement mes caractères sont aisés à écrire et rendent la pensée, ainsi que les sons de la voix, mais ils expriment nos dettes actives et passives. Mon aleph, que vous voulez prononcer alpha, vaut une once d'argent. Bêta en vaut 2. Rho en vaut 100. Sigma en vaut 200. Je vous dois 200 onces, je vous paie un rho. Reste un rho que je vous dois encore, nous aurons bientôt fait nos comptes. Les marchands furent probablement ceux qui étaient établir la société entre les hommes en fournissant à leurs besoins et pour négocier il faut s'entendre. Les Égyptiens ne commencèrent que très tard. Ils avaient des mers en horreur. C'était leur typhon. Les Tyriens furent navigateurs de temps immémorial. Ils lièrent ensemble les peuples que la nature avait séparés et ils réparèrent les malheurs où les révolutions de ce globe avaient plongé souvent une grande partie du genre humain. Les Grecs, à leur tour, allèrent porter leur commerce et leur alphabet commode chez d'autres peuples qui le changèrent un peu, comme les Grecs avaient changé celui des Tyriens. Lorsque leurs marchands, dont on fit depuis les demi-dieux, allèrent établir à Colchos un commerce de pelleterie qu'on appela la Toison d'or. Ils donnèrent leurs lettres aux peuples de ces contrées, qui les ont conservées et altérées. Ils n'ont point pris l'alphabet des Turcs auquel ils sont soumis.
et dont j'espère qu'ils secouèrent le joug grâce à l'impératrice de Russie. Il est très vraisemblable, je n'y dis pas très vrai, Dieu m'en garde, que ni Tyr ni l'Égypte, ni aucun Asiatique habitant vers la Méditerranée ne communiqua son alphabet au peuple de l'Asie orientale. Si les Tyriens ou même les Chaldéens qui habitaient vers l'Euphrate avaient par exemple communiqué leur méthode aux Chinois, il en resterait quelques traces. Ils auraient des signes des 22, 23 ou 24 lettres. Ils ont tout au contraire des signes de tous les mots qui composent leur langue. Et ils en ont, nous dit-on, 80 000. Cette méthode n'a rien de commun avec celle de Tyr. Elle est 79 976 fois plus savant et plus embarrassée que la nôtre. Joignez à cette prodigieuse différence qu'ils écrivent de haut en bas, et que les Tyriens et les Chaldéens écrivaient de droite à gauche, les Grecs et nous de gauche à droite. Examinez les caractères tartares, indiens, siamois, japonais, vous n'y voyez pas la moindre analogie avec l'alphabet grec et phénicien. Cependant, tous ces peuples, en y joignant même les Otanto et les Cafres, prononcent à peu près les voyelles et les consonnes comme nous, parce qu'ils ont le larynx fait de même pour l'essentiel, ainsi qu'un paysan grison a le gosier fait comme la première chanteuse de l'opéra de Naples. La différence qui fait de ce manant une basse-taille rude, discordante, insupportable, et de cette chanteuse un dessous de rossignol est si imperceptible qu'aucun anatomiste ne peut l'apercevoir. C'est la cervelle d'un sot qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la cervelle d'un grand génie. Quand nous avons dit que les marchands de Tyr enseignèrent leur ABC aux Grecs, nous n'avons pas prétendu qu'ils eussent appris une grecque à parler. Les Athéniens, probablement, s'exprimaient déjà mieux que les peuples de la Basse-Syrie. Ils avaient un gosier plus flexible, leurs paroles étaient un plus heureux assemblage de voyelles, de consonnes et de diphtongues. Le langage des peuples de la Phénicie, au contraire, était rude, grossier. C'étaient des Chafiro, des Astro, des Chapao, des Chamama, des Chotibé, des Tophet. Il aurait de là faire enfuir notre chanteuse de l'opéra de Naples. Figurez-vous les Romains d'aujourd'hui qui auraient retenu l'ancien alphabet étrurien et qui à des marchands hollandais viendraient apporter celui dont ils se servent à présent. Tous les Romains feraient fort bien de recevoir leur caractère, mais ils se garderaient bien de parler la langue batave. C'est précisément ainsi que le peuple d'Athènes en usa avec les matelots de Caftor, venant de Tyr et de Bérite. Les Grecs prirent leur alphabet qui valait mieux que celui de Misraï qui est l'Égypte et rébutèrent leur patois. Philosophiquement parlant, et abstraction respectueuse faite de toutes les inductions qu'on pourrait tirer des livres sacrés, dont il ne s'agit certainement pas ici, la langue primitive n'est-elle pas une plaisante chimère? Que diriez-vous d'un homme qui voudrait chercher quel a été le cri primitif de tous les animaux et comment il est arrivé que dans une multitude de siècles les moutons se soient mis à bêler, les chats à miauler, les pigeons à roucouler, les linottes à siffler? Ils s'entendent tout parfaitement dans leur idiome, et beaucoup mieux que nous. Le chat ne manque pas d'accourir au miaulement très articulé et très varié de la chatte. C'est une merveilleuse chose de voir le mirebalais, une cavale dressée, ses oreilles frappées du pied, s'agiter au brainement intelligible d'un âne. Chaque espèce a sa langue. Celle des Esquimaux et des Algonquins ne fut point celle du Pérou. Il n'y a pas eu plus de langue primitive et d'alphabet primitif
que de chênes primitifs et que d'herbes primitives. Plusieurs rabbins prétendent que la langue primaire était le samaritain. Quelques autres ont assuré que c'était le bas-breton. Dans cette incertitude, on peut fort bien, sans offenser les habitants de Quimper et de Samarie, d'admettre aucune langue mère. Ne peut-on pas, sans offenser personne, supposer que l'alphabet a commencé par des cris et des exclamations? Les petits-enfants disent d'eux-mêmes « Ah, eux » quand ils voient un objet qui les frappe, « Hi, hi » quand ils pleurent, « Hu, 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 hu » quand ils se moquent, « Haï » quand on les frappe, il ne faut pas les frapper. À l'égard des deux petits garçons que le roi d'Égypte, Psaméticus, qui n'est pas un mot égyptien, fit élever pour savoir quelle était la langue primitive. Il n'est guère possible qu'ils ne soient tous deux mis à crier « Bébek » pour avoir à déjeuner. Des exclamations formées par des voyelles, aussi naturelles aux enfants que les croassements les aux grenouilles. Et il n'y a pas si loin qu'on croyait à un alphabet complet. Il faut bien qu'une mère dise à son enfant l'équivalent de viens, tiens, prends, tais-toi, approche, va-t'en. Ces mots ne sont représentatifs de rien. Ils ne peignent rien, mais ils se font entendre avec un geste. De ces rudiments en forme, il y a un chemin immense pour arriver à la syntaxe. Je suis effrayé quand je songe que de ce mot « viens », il faut parvenir un jour à dire « Je serai venu, ma mère, avec grand plaisir, et j'aurai obéi à vos ordres qui me seront toujours chers. Si en accourant vers vous, je n'étais pas tombé à la renverse, et si une épine de votre jardin ne m'était pas entrée dans la jambe gauche. » Il semble à mon imagination étonnée qu'il a fallu des siècles pour ajuster cette phrase, et bien d'autres siècles pour la peindre. Ce serait ici le lieu de dire, ou de tâcher de dire, comment exprime et comment on prononce dans toutes les langues du monde père, mère, jour, nuit, terre, eau, boire, manger, etc. Mais il faut éviter le ridicule autant qu'il est possible. Les caractères alphabétiques, présentant à la fois les noms des choses, leur nombre, les dates des événements, les idées des hommes, devinrent bientôt des mystères aux yeux même de ceux qui avaient inventé ces signes. Les Chaldéens, les Syriens, les Égyptiens attribuèrent quelque chose de divin à la combinaison des lettres et à la manière de les prononcer. Ils crurent que les noms signifiaient par eux-mêmes et qu'ils n'avaient en eux une force, une vertu secrète. Ils allaient jusqu'à prétendre que le nom qui signifiait puissance était puissant de sa nature, que celui qui exprimait ange était angélique, que celui qui donnait l'idée de Dieu était divin. Cette science des caractères entra nécessairement dans la magie, point d'opération magique sans les lettres de l'alphabet. Cette porte de toutes les sciences devient celle de toutes les erreurs. Les mages de tous les pays s'en servirent pour se conduire dans le labyrinthe qui s'était construit, et où il n'était pas permis aux autres hommes d'entrer. La manière de prononcer des consonnes et des voyelles devient le plus profond des mystères, et souvent le plus terrible, et une manière de prononcer Jéhovah, nom de Dieu, chez les Syriens et les Égyptiens, par laquelle on faisait tomber un homme raide mort. Saint Clément d'Alexandrie rapporte que Moïse fit mourir sur le champ le roi d'Égypte d'Échéfer en lui soufflant ce nom dans l'oreille, et qu'ensuite il le ressuscita en prononçant le même mot. Saint Clément d'Alexandrie est exact. Il cite son auteur, c'est le savant Artapan qui pourra récuser le témoignage d'Artapan. Rien ne retarda plus le progrès de l'esprit humain que cette profonde science de l'erreur, née chez les Asiatiques avec l'origine des vérités. L'univers fut abruti par l'art même qui devait l'éclairer.
Vous en voyez un grand exemple dans Origène, dans Clément d'Alexandrie, dans Tertullien, etc. Origène dit surtout expressément: si invoquant Dieu ou en jurant par lui, on le nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on fera par ces noms des choses dont la nature et la force sont telles que le démon se soumet à ceux qui les prononcent. Mais si on le nomme d'un autre nom, comme Dieu de la mer bruyante, Dieu supplantateur, ces noms seront sans vertu. Le nom d'Israël traduit en grec ne pourra rien opérer. Mais prononcez-le en hébreu avec les autres mots requis, vous opérerez la conjuration. Le même Origène dit ces paroles remarquables: il y a des noms qui ont naturellement de la vertu, tels que sont ceux dont se servent les sages parmi les Égyptiens, les mages en Perse, les brahmanes dans l'Inde. Ce qu'on nomme magie n'est pas un art vain et chimérique. Ainsi que le prétendent les stoïciens et les épicuriens, le nom de Sabaoth, celui d'Anaoth, n'ont pas été faits pour des êtres créés, mais ils appartiennent à une théologie mystérieuse qui se rapporte au Créateur. De là vient la vertu de ces noms qu'on les arrange et qu'on les prononce sont les règles, etc. C'est en prononçant des lettres selon la méthode magique qu'on forçait la lune de descendre sur la terre. Il faut pardonner à Virgile d'avoir cru ces inepties et d'en avoir parlé sérieusement dans sa 8e églogue, vers 69. Carmina vel quello possandelocere lunan. On fait avec des mots tomber la lune en terre. Enfin, l'alphabet fut l'origine de toutes les connaissances de l'homme et de toutes ses sottises.